Les objectifs de la rencontre sont les suivants. Informer les commerçants de la SDC Hochelaga-Maisonneuve des travaux à venir dans le cadre du projet de la zone de rencontre Simon-Valois. Rappeler le concept d'aménagement prévu, les travaux préalables et les travaux déjà réalisés en 2020. Annoncer le retour de la piétonisation sur Ontario en 2022 et la cohabitation avec les travaux. Et enfin, répondre à vos questions et accueillir vos commentaires. La rencontre se déroulera en 2 temps. La première partie de la rencontre sera consacrée à des présentations, tandis que la seconde partie de la rencontre sera consacrée à une période de questions et de commentaires. La présentation qui vous est faite ce soir pourra vous être transmise si vous désirez y avoir accès. Les présentations seront faites par les personnes suivantes. Madame Sarah Fraisse, conseillère en planification, développement économique à l'arrondissement. Monsieur François de la Chevrotière, chargé de projet, études techniques à l'arrondissement. Madame Fanny Duguay-Lefebvre, designer urbain, Civility. Monsieur Guillaume Lefebvre, chef de service en infrastructure urbaine. Madame Jeanne Fourier, chargé de projet en communication à l'arrondissement. Et enfin, M. Dominique Dallot, conseiller budgétaire au service de développement économique de la Ville de Montréal. Pour débuter les présentations, j'inviterai maintenant Mme Sarah Fraisse, conseillère en planification développement économique à l'arrondissement. Eh bien, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être présents ce soir à cette séance d'information. Je vais profiter de ce petit mot d'introduction pour me présenter. Je suis Sarah Fraisse, conseillère en planification à l'arrondissement pour le volet développement économique. Je suis arrivée en poste en octobre seulement, mais j'ai la chance de connaître déjà plusieurs d'entre vous grâce aux fonctions que j'ai occupées au sein de la SDC durant quelques années. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir l'occasion d'échanger à nouveau avec vous et sachez que je serai attentive et sensible aux préoccupations que vous pouvez avoir face au projet d'aménagement de la rue Ontario et de la zone de rencontre Simon-Valois. Pour parler très rapidement de ce projet, sachez que l'arrondissement a profité de travaux d'infrastructures inévitables pour obtenir des financements importants afin de bonifier le secteur de la place Simon-Valois. On le sait, c'est un haut lieu pour le quartier et pour l'artère commerciale. Et l'objectif avec ce projet, c'est d'offrir aux commerçants, aux résidents et aussi aux visiteurs de l'artère un espace encore plus rassembleur et sécuritaire. Nous avons tenu à ce que ces travaux soient réalisés de manière condensée, donc sur une année, afin de minimiser dans le temps l'impact qu'ils vont pouvoir avoir sur vos activités commerciales. Nous croyons aussi que le retour de la piétonisation cet été représente une opportunité pour pouvoir animer et faire vivre l'artère malgré la présence de ces travaux. À propos de la piétonisation, sachez que nous tenons à développer un projet qui fera du sens pour tous, en collaboration étroite avec la SDC Hochelaga-Maisonneuve. Finalement, ce soir, on souhaite vous informer sur le projet de la zone de rencontre Simon-Valois, mais aussi répondre à vos questions et recueillir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à intervenir lors de la période de questions. Je laisse maintenant la parole à mes collègues. Merci. Donc, la parole va être à François de la Chevrotière pour présenter le contexte d'intervention. Donc, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter le contexte d'intervention relatif au projet de la zone de rencontre Simon-Valois. En fait, je suis responsable, j'étais responsable de toutes les étapes de conception du projet. Je propose qu'on débute en discutant un peu de la place Simon-Valois. Comme vous le savez déjà, la place Simon-Valois consiste en un lieu de confluence important, tant pour les citoyens, les travailleurs du quartier, que pour les usagers de la promenade Ontario. C'est un site qui accueille de nombreux événements et qui peut rassembler des foules importantes de personnes, que ce soit pour les spectacles de la Saint-Jacques, comme on le voit à l'écran,
ou bien dans le cadre d'autres événements ponctuels organisés par la SDC. Ceci dit, différents constats sont présentés à nous lorsqu'on a élaboré la genèse du projet. Premièrement, malgré qu'il s'agit d'un lieu hautement fréquenté, de nombreux citoyens font régulièrement état d'un sentiment d'insécurité pour traverser la rue et se rendre à la place Simon-Valois. Deuxièmement, l'état avancé de dégradation des infrastructures routières et souterraines aux abords de la place Simon-Valois annonçait une reconstruction imminente des rues adjacentes. Donc, sachant que les travaux d'infrastructure se présentaient, on a procédé à différentes observations du site et on s'est intéressé notamment à la façon que les gens utilisaient l'espace, ce qui nous a mené à identifier 3 grands objectifs pour le projet. Bien entendu, nos objectifs premiers sont en termes de sécurité et d'accessibilité du site. Ce qu'on a constaté lors de nos observations, entre autres, c'est que les piétons traversent fréquemment la rue comme bon leur semble vis-à-vis de la place Simon-Valois. Ces traversées piétonnes qui se font à mi-tronçon sont dans les faits illégales et peuvent poser un enjeu de sécurité. Donc, on s'est questionné sur la manière de rendre ces traversées légales et sécuritaires plutôt que de tenter de continuer à confiner la traversée des piétons à l'intersection. Dans un deuxième temps, on souhaite rendre le site plus convivial et agréable pour la population au quotidien en dotant la zone visée d'un aménagement de qualité. Donc, cet objectif s'inscrit dans la perspective de poursuivre la transformation du quartier en un endroit à échelle humaine et où il fait bon vivre. Dans un troisième temps, on a voulu intensifier le rayonnement du site, notamment en améliorant sa configuration pour la tenue d'événements d'envergure. Donc, pour en arriver à nos objectifs, la solution qu'on a mise de l'avant consiste à instaurer une zone partagée aux abords de la place Simon-Valois. Donc, le périmètre d'intervention qu'on voit à l'écran décrit à la fois le périmètre des travaux par un trait rouge, mais aussi celui de la future zone partagée en turquoise. Comme vous pouvez le constater, les travaux qu'on vous présente aujourd'hui ne concernent pas la place Simon-Valois, mais bien de ses abords. Donc, grâce à la proposition qu'on a mise de l'avant, on a pu anticiper une augmentation considérable de la superficie de la place publique, soit presque 3 fois celle de la place Simon-Valois actuelle. Maintenant, qu'est-ce que c'est une rue partagée? La typologie de la rue partagée, en fait, est un concept tout récent qui est apparu en 2018 dans le Code de sécurité routière du Québec. Les règles de circulation sont simples, mais consistent néanmoins en un changement de paradigme important par rapport à la situation actuelle. Donc, premièrement, à l'intérieur de la zone partagée, le piéton peut à tout moment circuler et traverser la chaussée à l'endroit de son choix. Le cycliste, lui, doit céder le passage au piéton, tandis que le conducteur de véhicule routier doit circuler à une vitesse maximale de 20 km/h et doit céder le passage au piéton qui y circule ou la traverse. Donc, pour que le concept soit fonctionnel et sécuritaire, la rue se doit d'être aménagée en cohérence avec tous ces principes, de manière à ce que le changement de comportement exigé de la part de chacun des usagers se fasse intuitivement. Dernièrement, une signalisation propre à la rue partagée sera installée au seuil d'entrée, qui consiste au panneau qu'on voit à l'écran. Au Québec, il y a encore très peu d'exemples de rues partagées. Toutefois, on a 2 exemples montréalais qui sont présentés à l'écran. Donc, le premier est celui de la rue Saint-Paul du Vieux-Montréal et le second, celui de la rue Emery du quartier latin. Mais je termine en vous disant que la zone de rencontre Simon-Valois constituera en soi un nouveau précédent en ce qui concerne le déploiement des zones partagées au Québec. Pour la suite, j'inviterai ma collègue Fanny à prendre le relais pour vous présenter le concept d'aménagement. Bonsoir à tous, Fanny Duguay-Lefebvre de Civility. Donc, je suis l'associée fondatrice avec Peter Solan de la firme Civility. Je représente ici notre équipe multidisciplinaire qui a donc conçu le projet pour la zone de rencontre Simon-Valois. Cette équipe est constituée de Civility pour la partie design urbain et paysage, de François Courville, architecte paysagiste, qui a assisté à ces mêmes fonctions, de Udo Design pour la mise en lumière, de FNX Innov, anciennement Accent Expert Conseil, pour tout les volets ingénierie. Donc, l'équipe comprend, je voudrais souligner, 2 des concepteurs initiaux de la place Simon-Valois. Donc, à ce titre-là, nous connaissions très bien cette première mouture de la place et que nous avons souhaité donc mettre en valeur par le projet de la zone de rencontre.
Donc, au plan que vous voyez ici, je rappelle par ce plan les points saillants de notre proposition. D'abord, l'identité qui rappelle l'histoire industrielle du quartier. C'était fondamental lors de la conception de la place Simon-Valois et pour nous, c'est toujours fondamental à cette étape-ci, puisqu'il s'agit d'un fait urbain tout à fait particulier dans le quartier. La présence donc de notamment de cette ancienne structure ferroviaire. La zone de rencontre aussi devient le moment d'extension de la place, comme François vient de le souligner. Donc, on recherchait vraiment un dialogue qui s'appuyait donc sur toutes les stratégies des lignes ferroviaires, notamment telles des sutures qui s'étendent sur l'ensemble de la place et de la zone de rencontre. Il y avait également l'idée d'installer des salons donc, sur la rue Valois, donc je vais en reparler, un éclairage identitaire et sa modulation événementielle, enfin du mobilier identitaire pour rappeler encore une fois le passé ferroviaire. Rappelons la palette matérielle ici. Donc, vous voyez en haut à droite de votre écran, donc pavé de béton, acier atmosphérique, bois et beaucoup d'ajouts de végétation. Cet aspect était important pour nous pour justement participer à un changement d'atmosphère sur la rue Ontario et sur la rue Valois. Donc, la zone de rencontre, celle que donc, François nommait zone partagée, est marquée par le changement de matérialité, justement, donc par la présence de cette surface de pavé de béton. Il y a évidemment beaucoup d'autres stratégies là, qui ont été mises en place pour, disons, exprimer cette notion de la zone de rencontre. Je ne rentrerai pas ici dans tous les détails. Au plan suivant, donc on voit notre intention de mise en lumière qui est vraiment là en soutien de l'occupation événementielle actuelle également à venir. Donc, on souhaite que l'ensemble des nouveaux systèmes d'éclairage puissent être modulés. On travaille sur des nuances de blanc. Donc, il n'est pas question ici d'une mise en lumière colorée. Ce sont vraiment des nuances de blanc qui font donc apparaître des nuances, des transformations à travers journalières, donc, mais aussi des transformations potentielles lors d'événements. Sur la coupe Ontario, qu'on voit à la suite, on voit que la chaussée partagée, justement, est d'une largeur réduite par rapport au reste de la chaussée. Donc, c'est une des premières stratégies là, qui identifie la zone de rencontre en ce qui concerne le passage à travers Ontario. Il y a également l'intégration de plusieurs arbres de rue en fosse élargie avec grilles d'arbres et surtout des corridors piétons libres d'obstacles qui sont grandement élargis. Vous avez aussi un système d'éclairage qui va se distinguer du reste de la rue. En ce qui concerne les salons Valois, donc il s'agit pour nous vraiment d'une inversion d'une certaine façon de ce qu'on a fait à la place Simon-Valois. En effet, sur la place, les bancs se situent en périphérie des salons, tandis que en périphérie des zones plantées, tandis que pour les salons Valois, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment intégrer toutes les zones d'assises à l'intérieur des espaces végétalisés. Vous en voyez ici la perspective hivernale qui a été présentée au concours, voilà, sur cette image. Donc, ce sont des salons qui sont vraiment proposés là, pour la rencontre publique. Sur la diapo suivante, on voit la famille de mobilier d'éclairage. Donc, vous voyez qu'il y a une gradation dans l'échelle de ces mobiliers et il y a donc l'ajout de plusieurs têtes d'éclairage qui permettent de dynamiser et de soutenir les effets de mise en espace de la lumière que l'on souhaitait.
Sur la diapo suivante, vous voyez ici la famille de mobilier en acier corten, en acier perforé, ainsi que le poste d'aiguillage, qui est un élément qui se situe au coin de Valois et Ontario, dans un retrait très particulier de la trame urbaine, donc vraiment dans le coin. Voilà le poste d'aiguillage qui est représenté ici. Je termine avec la diapo. Pour dire que l'ensemble des gestes que nous proposons sont, disons, à la fois soutiennent les événements qui ont cours actuellement et pourront certainement permettre l'ajout d'événements futurs. La zone est faite aussi pour être fermée, effectivement, à certains moments de l'année pour la piétonisation. La dernière diapo, simplement pour vous rappeler l'ambiance qui était souhaitée. C'est une vue qu'on a présentée au concours. Merci. Donc, je donne la parole à Guillaume Lefebvre. Merci, Fanny. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis bien content de vous présenter ici dans les prochaines diapos la portion ingénierie du projet. Je me nomme Guillaume Lefebvre, je suis ingénieur, chef de service en infrastructure urbaine chez Phoenix Innov. On est la firme qui a été mandatée par l'arrondissement pour la réalisation des plans de devis, donc de la conception et de la surveillance après coup de la zone de rencontre Simon-Valois. Pour le côté ingénierie, donc tout ce qui est ingénierie civile, ingénierie électrique, le maintien de circulation et la structure. Donc, si on va en premier aux travaux préalables au projet, le but ici est de vous présenter en fait les différentes strates de travaux qu'il va y avoir. La première strate serait les travaux de la CSEM, donc la Commission des services électriques de Montréal. La commission est déjà passée en 2019-2020 dans votre secteur pour faire de l'enfouissement de beaucoup de câbles pour faire de la pose de massifs et de la pose de puits d'accès, donc de grosses structures souterraines. Et en fait, ils en ont fait pour la majeure partie à l'avance parce que c'est des choses qu'ils pouvaient faire sans avoir le projet dans les jambes à ce moment-là. Et il reste maintenant quelques éléments à construire en souterrain pour venir finaliser, en fait, se raccorder aux structures qu'ils ont créées. On voit surtout sur la rue Valois des longues lignes qui représentent les massifs qui restent à construire sur le site. Donc, des massifs, c'est des structures souterraines où les conduits, les câbles vont passer. Et et on voit aussi une longue ligne sur Ontario du côté nord, du côté de la place Simon-Valois. Ensuite de ça, on voit aussi quelques petits points sporadiques qui représentent les bases de lampadaires qui vont être installées tout au long du projet. Donc, vous pouvez voir en fait qu'il y en a quelques-unes de prévues, mais c'est vraiment très sporadique, très limité comme intervention. Les travaux de la CSEM sont des travaux qu'on dit préalables au reste parce que c'est les premiers travaux qui vont arriver au début du projet. Le début du projet est prévu pour, si je ne m'abuse, le 21 mars prochain. Et donc, à partir de là, ça va commencer par ces travaux-là. Prochaine diapo, on parle des infrastructures souterraines autres, soit les aqueducs et les égouts de cette rue-là. Dans le cadre du projet, étant donné que certaines conduites du réseau sont assez vieilles, ça valait la peine de les reconstruire pour ne pas avoir à revenir dans le futur et démolir un projet qui va être vraiment de toute beauté au final. On a en bleu la conduite d'aqueduc qui va être reconstruite entre Nicolet et Valois et entre Ontario sur Valois côté sud, avec deux chambres de vannes, donc deux grosses structures qui vont être dans la chaussée. Ces travaux-là sont aussi considérés comme des travaux un peu préalables au reste parce que, en fait, ils vont devoir être faits juste après ceux de la CSEM pour, après ça, laisser la place aux éléments un peu plus en surface, donc la structure des trottoirs et tout ça. Donc, on voit en bleu tout ce qui est le côté aqueduc et on voit aussi de façon sporadique en orange tout ce qui est les puisards du projet. Donc, quelques excavations pour venir installer les nouveaux puisards qui vont faire le drainage du site parce qu'on s'entend que, étant donné que, comme ce que Fanny a mentionné, les trottoirs prennent plus de place, la chaussée en prend moins. On se retrouve avec un projet où les puisards doivent être réalignés, donc de nouvelles structures doivent être mises pour se raccorder au réseau et faire un drainage adéquat du site. Avec ça, on peut voir que, en fait,
on va refaire le plus possible d'infrastructures. On ne fait pas tous les réseaux. Peut-être que c'est une question que vous avez. Pourquoi est-ce qu'on ne refait pas nos aqueducs jusqu'à Bourbonnières ou au nord de Valois? C'est qu'elles sont considérées en très bon état encore. Et donc, il n'est pas question de venir creuser pour les remplacer. S'il y a des travaux dans le futur, ce n'est pas dans un avenir proche ni même moyen, c'est dans un avenir lointain. Puis les égouts, eux, sont de très bonne qualité, d'après ce qu'on a eu comme information de la part de la ville. Là, je pense qu'on va passer à un point qui est quand même névralgique, le point du phasage des travaux et gestion des impacts. Donc, je pense que ça va être un peu parlant. C'est vraiment toutes les zones de travaux de prévues du projet et quand est-ce qu'elles sont prévues et quelle est leur durée approximative. Ce qu'il faut dire, en fait, ici, en commençant, c'est que les travaux sont approximatifs. Je veux dire, les dates sont approximatives. Et donc, que ça, c'est des dates qui nous ont été fournies par l'entrepreneur qu'on vous a mis sur ce plan-là, puis qu'on va vous décrire. Mais c'est sujet à changement, évidemment. Ça peut être un petit peu plus long. Les aléas d'un chantier font qu'il peut y avoir des retards, comme si tout peut se passer super bien et ça peut même prendre un peu moins de temps que ce qui est prévu là. Mais grosso modo, c'est ce qu'on a pour l'instant dans le cadre du projet. Si on commence, la zone 1, c'est la zone rouge. Donc, la zone rouge, c'est la zone Ontario qui est côté sud-est. Dans cette zone-là, il va y avoir la reconstruction, en fait, du trottoir, la pose de zones de plantation qui sont représentées par les grilles un peu plus foncées. Dans cette zone-là, il va y avoir aussi des cases de stationnement qui sont prévues plus on se rapproche de Bourbonnières. Il va y avoir, après ça, la structure de trottoir et de chaussée qui va être repartie de 0, donc grosso modo à 1 mètre de creux pour remonter jusqu'en surface, pour après ça venir finaliser avec des pavés unis, du granit et en fait, et de l'asphalte pour la portion qui sort vraiment de la zone de rencontre pour ce qui est de la chaussée. Cette zone-là, selon les échéanciers de l'entrepreneur, prend environ 90 jours à être effectuée et débuterait au début avril. Vous allez voir que les zones, il ne faut pas qu'une zone soit finie avant que l'entrepreneur attaque l'autre. Le but, c'est qu'il puisse en attaquer 1, 2, 3 au fur et à mesure que ça avance pour pouvoir occuper ses équipes et pouvoir diminuer aussi la durée des travaux. Quand on regarde la zone 2 est sur Valois, donc Valois côté ouest, tant au nord qu'au sud de Ontario. Là, ici, il est question, en fait, de refaire encore le même principe que sur Ontario, donc des trottoirs, les salons que Fanny a mentionné aussi, trottoirs en pavé, du granit, tout ça pour rehausser avec un mobilier. Et cette zone-là devrait prendre environ 75 jours à se réaliser et débuterait vers la fin avril. Donc, on voit qu'il y a moins d'un mois entre la zone 1 et la zone 2 pour le départ, mais que les autres mais que ça va s'enchaîner une après l'autre. Quand on regarde la zone 3, c'est la zone jaune, donc la zone qui est Ontario côté sud-ouest. Dans cette zone-là, encore une fois, les mêmes principes. Il y a du stationnement de prévu plus on s'approche de Nicolet, avec des fosses d'arbres avec grille, avec un trottoir en pavé avec bordure en granit, le tout avec une chaussée en pavé ou une chaussée en asphalte, plus on se dirige vers Nicolet. Dans ce cas-là, c'est des travaux qui devraient durer environ 60 jours et qui devraient commencer vers la fin mai. Donc, on voit en fait que à la fin mai, on va avoir tant les travaux de la zone rouge, la zone orange, que les travaux de la zone jaune vont commencer. Donc, on va être vraiment sur beaucoup de zones à ce moment-là. Et ça montre aussi que, en fait, les travaux dans le secteur vont faire que l'entrepreneur, dès le jour 1, va clôturer vraiment tout le secteur des travaux pour éviter la circulation automobile. Il va toujours y avoir accès pour les piétons, pour les riverains, mais seulement à pied. Donc, il n'y aura pas de circulation automobile durant le temps du chantier pour justement accélérer le tout et le terminer dans les meilleurs délais. Quand on continue, on arrive à la zone verte, qui est la 4e zone. Là, on est du côté de la place Simon-Valois sur Ontario, côté nord-est. Dans cette zone-là, on va venir marier, en fait, tous
tout le projet au projet existant de la zone de la place Simon-Valois, en ayant aussi stationnement côté Bourbonnière avec des arbres aussi en fosse d'arbres avec grille. Cette zone-là devrait prendre grosso modo 65 jours et débuter vers la mi-juin. Donc là, vous voyez, on commence à aller de plus en plus vers l'été, vers plus loin. On a commencé en avril, on est rendu à mi-juin. Donc, il y a des zones qui vont déjà commencer à être pas mal setées à ce moment-là, que vous allez pouvoir voir, puis qui vont de plus en plus avancer dans le temps. Zone bleue, après ça, la zone 5. Donc, on arrive sur Valois côté est, tant au sud qu'au nord de Ontario. Dans cette zone-là, on exclut en fait de ces travaux-là, de cette période-là, le côté structure, parce qu'au coin de Ontario et Valois, côté sud-est, il va y avoir le poste d'aiguillage qui va être une scène qui va être installée là, qui, elle, ne fait pas partie du délai qui est mentionné ici, mais qui va être installée aussi. C'est de la structure, mais ça va être beaucoup moins important et volumineux en termes de projet que le reste qui va vraiment prendre plus de place. Donc, ici, il est question de 65 jours environ de travaux avec un début à la fin juin. Pour terminer, la dernière zone, la zone mauve, donc la zone 6 qui est le côté nord-ouest de Ontario. Dans cette zone-là, c'est environ 75 jours de travaux pour un début à la mi-juillet. Donc, en théorie, quand on va être rendu là, la zone 1 devrait être pas mal terminée quand on va arriver dans cette zone-là, et ce qui va faire que le tout va pouvoir être enchaîné et se continuer. C'est certain que, comme je dis, ce n'est pas parce qu'une zone va être terminée qu'elle va déjà être redonnée aux citoyens. Oui, le côté piéton va être redonné le plus vite possible, mais tout ce qui est le côté véhiculaire va devoir attendre que le chantier se termine parce qu'il y a une question de sécurité. Avec la quantité de véhicules, la quantité de machinerie qui vont être là, il faut éviter le plus possible pour votre sécurité d'avoir des gens qui passent en véhicule dans la zone à ce moment-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour tout ce qui est des coupures, pour tout ce qui est tant les coupures en eau que tout ce qui est les travaux, les avis de travaux, les avis de perturbation qu'il peut y avoir, il va y avoir des avis aux résidents, des avis aux commerçants qui vont être envoyés par l'entrepreneur dans le cadre des travaux. Ces avis-là vous sont envoyés selon un délai prescrit à l'entrepreneur. Exemple, s'il y a des coupures d'eau à prévoir, l'entrepreneur doit vous aviser 48 à 72 heures à l'avance avant de faire la coupure. La coupure ne veut pas dire que vous allez perdre votre eau, mais que vous allez en manquer pour une période très, très courte, le temps qu'il puisse switcher entre ça et le système temporaire qui va vous être installé. Ce n'est pas une coupure d'eau permanente, mais bien une coupure d'eau temporaire qui va vous servir, en fait, qui sert en tant que commerce à savoir justement qu'est-ce que vous avez dans le cadre du projet à prévoir, vous, de votre côté. Il y a aussi, dans le cadre de ce projet-ci, un programme qui est demandé de suivi à l'entrepreneur, qui est un suivi des vibrations. En fait, ça, je tiens à le souligner, ce n'est pas pour rentrer et s'immiscer dans vos commerces que ce programme-là est là, mais bien pour vous aider. Parce que, en fait, la Ville de Montréal, depuis quelques années, est très sensible à ça et se rend compte que des travaux de chantier de génie civil peuvent occasionner des vibrations et donc des bris chez des citoyens, chez des commerçants. Donc, vous allez avoir, si ce n'est pas déjà fait, dans le cadre de ce projet-là, des avis de l'entrepreneur qui vont vous demander est-ce qu'ils peuvent venir dans vos édifices pour prendre des relevés photos, vidéos, de vos fondations, de vos murs, pour être certain, en fait, que s'il y arriverait par malheur une fissure dans vos murs due aux vibrations du chantier, le tout serait monitoré, le tout serait relevé et donc que s'il arrive de quoi, bien, vous allez être compensé en conséquence pour éviter, en fait, tous les frais qui pourraient vous être comme occasionnés avec ça. Par contre, on doit le dire, si vous refusez que l'entrepreneur rentre pour faire ces photos-là et qu'il y arriverait une fissure, il n'y aura aucun backup pour vous protéger et dire justement que la fissure est arrivée durant les travaux. Il faut vraiment que l'entrepreneur puisse le faire. Le but n'est pas de s'immiscer, mais bien de vous aider dans cette situation-là. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour du côté ingénierie, du côté maintien du projet. Je passerai
la parole à Mme Jeanne Fournier pour les mesures de mitigation. Ah non, c'est vrai, il reste celui-là encore. Excusez-moi, j'ai oublié un plan, qui était en fait ce qu'on veut vous montrer à la fin, avant de passer au final, c'est ce qui est prévu présentement pour les stationnements et la livraison dans le secteur, vu que tout va être fermé sur Valois et sur Ontario. Il y a des zones qui sont prévues pour le stationnement de courte et longue durée en bleu et des zones de livraison en rouge. Je sais que certaines zones paraissent loin, là, mais ce n'est pas pour tous les commerces non plus. Si vous êtes un commerce sur Ontario côté sud-ouest, je pense pas que le but va être de vous mettre dans le rectangle qui est en haut à droite de l'écran. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, ce plan est amené à changer, à évoluer parce que dans la dernière heure et demie, on a reçu de l'entrepreneur une demande pour aussi des zones d'entreposage et des zones pour ses roulottes. Donc, grosso modo, on sait ce qu'on veut qui soit donné aux commerçants, aux citoyens pour le stationnement, pour les livraisons. Et avec ça, il faut le marier en fait avec ce que l'entrepreneur a besoin pour ses matériaux et ses roulottes pour finaliser le tout. Donc, ça devrait pas mal faire le tour à ce moment-là. Là, je passe vraiment la parole à Jeanne Fournier pour les mesures de mitigation et de communication. Merci, Guillaume. Donc oui, pour ma part, un mot rapide sur mesures de mitigation et communication. Tu peux passer à la suivante. Donc, premièrement, en fait, pour votre information, il y a un agent de liaison à l'arrondissement qui est dédié au projet. Donc, il est avec nous ce soir. Il s'appelle Simon Godin. Simon, si tu veux rapidement prendre la parole pour te présenter, un peu mieux expliquer ton rôle à ceux qui sont présents ce soir. Bien sûr, bonsoir tout le monde. Alors, Simon Godin, moi, je travaille pour la Ville de Montréal aux études techniques. Mon rôle dans le projet, ça va être d'assurer une présence au chantier, assurer le suivi des travaux et d'être évidemment l'agent de liaison. Donc, ça va me faire plaisir d'aider les résidents et les commerçants du secteur. Si vous rencontrez des questionnements, des difficultés au fil des jours, au fil du chantier, mes coordonnées apparaissent en ce moment à l'écran. Donc, vous pouvez communiquer avec moi. Moi, je suis en lien avec la Ville de Montréal, évidemment, l'entrepreneur, la firme de surveillance. Donc, je suis capable de diriger les questions, les plaintes aux bons endroits pour vous faciliter la vie et trouver des solutions. On essaie de minimiser les impacts négatifs que le chantier pourrait avoir là, envers vos commerces ou envers le bon déroulement en général dans le secteur du chantier. Évidemment, s'il y a des urgences, le 311, le 911 reste disponible, que ce soit en soirée, en nuit ou la fin de semaine. C'est des numéros aussi là, de bonne référence pour vous aider. Merci beaucoup, Simon. Donc, toujours dans une optique de partage d'informations et de suivi du chantier, en fait, l'arrondissement va aussi mettre en place un comité de bon voisinage, donc qui va regrouper à la fois des résidents, des commerçants, des employés de l'arrondissement, mais aussi des personnes qui sont responsables de suivre le chantier. Donc, ce comité de bon voisinage-là aura pour objectif de s'assurer que les résidents et les commerçants soient adéquatement informés des travaux et des impacts qu'ils pourraient avoir. Et aussi, ce sera un espace pour discuter des mesures d'atténuation qui pourraient être mises en œuvre pour les limiter. Donc, c'est un comité qui va se réunir une fois par mois pendant toute la durée du chantier. Et puis, la première rencontre, elle va se tenir, en fait, la première semaine du début du chantier, c'est-à-dire la semaine du 21 mars. Ensuite, on va passer rapidement sur l'habillage de chantier qui est prévu d'être déployé sur le site. Donc, en fait, c'est un habillage qui a été conçu à l'aide de la boîte à outils qui a été développée par la Ville de Montréal dans le cadre de la Charte des chantiers. Donc, c'est un habillage qui a été déployé dans le cadre d'autres projets qui ont été réalisés sur des artères commerciales. On a mis plusieurs exemples dans la présentation, vous verrez. Donc, c'est un habillage qui va d'abord, en fait, qui va avoir 3 types de panneaux. D'ailleurs, d'abord de l'affichage informatif, ensuite de l'affichage qui va servir à délimiter la zone du chantier et aussi de l'affichage qui va servir à diriger. Si tu veux revenir sur la précédente, Chloé. Donc, au niveau de l'habillage informatif, on va avoir des panneaux, en fait, qui vont mettre un peu en contexte, qui vont expliquer qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on construit, qui vont présenter des rendus aussi du projet, bref, ce à quoi ça va ressembler à terme. Et on aura aussi le module Info-Travaux qui va être déployé sur la place Simon-Valois, sur lequel on va retrouver un petit peu plus de détails sur le projet, donc sur le concept, le fonctionnement d'une rue partagée. Et aussi sur le module Info-Travaux, on va avoir sur une des faces, en fait, une liste des commerces qui vont être accessibles et qui se trouvent dans la zone du chantier.
au niveau de l'affichage qui va servir à délimiter en fait le site. Donc, l'entièreté du périmètre qui va être visé par le chantier va être habillé de bannières en fait qui vont être fixées directement sur les clôtures. Donc, on vous a mis des exemples en fait d'autres chantiers qui ont utilisé ce type de bannières-là. Donc, encore une fois, on présente des rendus, des informations sur le chantier. Et aussi, il y a certaines bannières, ça c'est un aspect qui peut plus vous intéresser, encore une fois, qui vont présenter la liste des commerces qui sont accessibles dans la zone visée par le chantier. Et enfin, toujours sur la question de l'affichage pour le volet, pour diriger en fait les gens. Au niveau des corridors piétons qui vont se trouver donc à l'intérieur du chantier, on aura de l'affichage pour bien identifier ces corridors-là, pour que les piétons comprennent bien qu'ils peuvent traverser le chantier et qu'ils peuvent utiliser ces corridors-là. Et on aura aussi de plus petits panneaux qui, encore une fois, vont mettre l'accent sur le fait que les commerces sont toujours accessibles. Et on en aura, j'en ai mis une copie ici à droite, donc ils vont vraiment positionner les commerces sur un petit plan de la rue pour montrer où on peut y accéder. Et bref, on insiste vraiment sur le fait que les commerces sont toujours accessibles dans l'affichage. Ensuite, mon collègue, en fait, vous parlait juste avant des zones de stationnement et des zones de livraison qui vont être mis en place dans le cadre de ce chantier-là. Donc, elles seront aussi clairement identifiées là, avec de l'affichage pour que les automobilistes, les fournisseurs puissent facilement les identifier. Et enfin, au niveau des autres outils de communication, c'est un projet en fait sur lequel on communique depuis environ 1 mois. Donc, le projet a fait l'objet d'une grosse annonce au lendemain de l'octroi du contrat à l'entrepreneur. Donc, c'était en février dernier. Donc, ça fait 1 mois en fait qu'on a commencé à communiquer là-dessus. Pour votre information, il y a un avis aux résidents qui a été distribué à environ 4000 résidents du quartier la fin de semaine dernière. Donc, le but, c'était vraiment de dire aux gens qu'est-ce qui s'en vient dans leur quartier pour qu'ils puissent comprendre de quoi ils pourront profiter à la fin de l'année. Donc, c'est ça pour l'avis aux résidents. Et enfin, toutes les informations sur le chantier, le concept, l'explication du fonctionnement d'une zone de rencontre se trouvent en fait sur une page web sur le site web de l'arrondissement, qui est accessible en page d'accueil présentement. Donc, si vous tapez montréal.ca/MHM, on voit tout de suite la page sur le projet sur la page d'accueil. Et sur cette même page-là, en fait, il y a une foire aux questions qui a été mise en ligne qui va être évolutive. Donc, si jamais on se fait poser des questions, elles vont se retrouver dans cette foire aux questions-là, on pourrait y positionner des réponses. Et si vous la visitez, en fait, cette foire aux questions-là, vous verrez qu'il y a déjà une vingtaine de questions qui s'y trouvent et auxquelles on a listé des réponses par rapport, exemple, à l'accessibilité, au lien avec la piétonisation. Bref, il y a une foule d'informations sur cette page-là. Et c'est d'ailleurs à ce même endroit-là qu'on va déposer la présentation de ce soir très prochainement. Donc, vous pourrez la télécharger à partir de cet endroit-là. Donc, ça fait le tour pour le tour rapide des communications. Je passerai la parole à M. Dominique Ballot, qui est conseiller budgétaire au service du développement économique pour la Ville de Montréal. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? OK. Moi, c'est Dominique Ballot. Je suis conseiller budgétaire au service des finances. Et c'est pour dire qu'il y a un programme de soutien aux commerçants. C'est un programme qui est en place depuis l'année 2019 et pour aider les commerçants dans des secteurs où il y a des travaux majeurs. Alors, donc, les grands principes, c'est qu'il y a une aide financière qui est basée sur la perte du bénéfice brut des entreprises qui sont admissibles. Et il y a le premier 5% de la perte qui n'est pas couvert par le programme. C'est-à-dire, jusqu'à une perte de 5%, il n'y a pas de remboursement au-delà de 5%. On peut rembourser jusqu'à un montant maximal de 40 000 par exercice financier. Et aussi, c'est que c'est le demandeur qui est responsable de démontrer qu'il y a une perte de revenus bruts. Vous pouvez voir la page suivante. Qu'est-ce qu'on appelle le calcul de la subvention? La perte de bénéfice brut se calcule en comparant le bénéfice brut réalisé au cours d'un exercice financier affecté par des travaux au bénéfice brut d'un ou de plusieurs exercices financiers antérieurs aux travaux. Donc, théoriquement, puisque les travaux vont débuter au mois d'avril, donc 2022, donc normalement, on devait prendre, ça dépendra aussi des... Comme il est dit là, il y a 3 situations qui sont prévues. Ceux qui sont là plusieurs années avant, qui ont 2 ou 3 ans avant le début des travaux, ceux qui sont là 1 an avant les travaux, puis ceux qui ont ouvert quelques mois avant le début des travaux. Alors, nous avons trois sortes de grilles de calcul. Et puis, nous autres, par exemple, si on prend le cas le plus commun, celui qui est là 2 ans avant, on prendra les 2 années avant la date de début des travaux, qu'on va faire une moyenne, et avec ça, on va comparer aux résultats de l'exercice durant lequel il y a eu les travaux.
Donc, et puis, il faut aussi préciser que l'exercice, c'est sur une base annuelle. La ville ne va pas essayer de faire des calculs sur une base hebdomadaire, parce que dans le temps, on a eu des gens qui ont appelé, oui, moi, ça fait une semaine, mon chiffre par rapport à la semaine dernière. Non, c'est sur une base annuelle, l'exercice financier annuel. Donc, vous pouvez aller sur la page suivante. Dans ça aussi, ce n'est pas vraiment tout le monde, toutes sortes de commerces qui sont admissibles. Là, il y a par exemple les salons de massage qui sont exclus, ceux qui font les services professionnels, par exemple les ingénieurs et tout et autres, ils ne sont pas admissibles. Les services de finance et d'assurance non plus ne sont pas admissibles. Tout ce qu'il y a dans les soins, au niveau des soins médicaux, les prestations de santé et d'assistance sociale sont exclues. Puis ceux qui font de la location de services immobiliers aussi sont exclus. Donc vraiment, c'est les commerces où monsieur tout le monde, monsieur, madame, tout le monde peut entrer pour aller acheter, pour aller faire ses achats. Voilà, donc c'est ça. Donc, pour le dépôt d'une demande, habituellement, souvent, c'est ces documents. La plupart du temps, c'est des documents que les commerçants ont déjà ça. Il y a une déclaration, la déclaration de revenus, les états financiers, une copie du bail. Aussi important, le certificat d'occupation, parce qu'il y en a, on a vu des commerces qui, souvent, ils peuvent être là 4 ou 5 ans et puis donc jamais de certificat d'occupation. L'état de renseignement au registre des entreprises du Québec. Et puis, c'est ça, comme on dit, les demandes seront basées sur des exercices financiers complétés. C'est ça. Donc, et on a aussi l'adresse courriel qui est là, aidefinancière@montréal.ca, pour nous joindre à tout moment. On peut nous poser des questions. Et puis, c'est par là aussi qu'on envoie les demandes de subvention. Oui. Merci beaucoup pour vos présentations fort intéressantes. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, pour la période de questions, nous vous invitons à lever la main, que ce soit virtuellement ou physiquement, et nous allons vous donner le droit de parole, puis vous rediriger aux bonnes personnes pour que vous puissiez avoir réponse à vos questions. Donc, la période de questions se terminera vers 19h15. Merci beaucoup. Alors, nous attendons vos questions. Il y a Jimmy Vigneault qui a levé la main. Oui. Donc, Monsieur Vanier, c'est bien cela? Vigneault. Il a levé la main physiquement d'abord. Parfait. Donc, allez-y, nous écoutons votre question. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir la date précise de fin des travaux qui est projetée? Là, on voyait des prévisions avec plusieurs, avec les délais, là, mais si on peut avoir une date un petit peu plus précise pour nous aider. Je pose toutes mes questions, après ça, je vous laisserai répondre. Peut-être qu'on pourrait déjà répondre à une première question sur la fin des travaux. Alors, j'inviterais peut-être Mme Fanny Duguay-Lefebvre ou Guillaume Lefebvre. Oui. En fait, je peux peut-être répondre oui. Les travaux prévus dans le cadre de ce contrat-là sont des travaux de 250 jours calendrier. Donc, grosso modo, à partir du moment où il débute, on ajoute 250 jours, on arrive à la fin prévue des travaux, ce qui donne grosso modo à la fin novembre 2022. De plus, il y a une vingtaine de jours qui sont ajoutés en 2023, uniquement pour les plantations, pour finaliser tout ça, mais rien de travaux majeurs. C'est vraiment des travaux sporadiques de plantation d'arbres parce qu'on ne peut plus en planter en novembre, en décembre. Donc, il faut revenir à ce moment-là au printemps pour finaliser une vingtaine de jours, mais sinon, c'est 250 jours calendrier. Merci beaucoup. Donc, vous avez une autre question, monsieur? Je vous invite à la poser. Oui, merci. Par rapport au poste d'aiguillage dans le concept qui a été présenté, dans les images, peut-être c'est moi qui ai mal vu, il y avait comme l'air d'avoir deux types de postes d'aiguillage différents. Je ne sais pas si c'est peut-être moi qui ai mal compris. Est-ce qu'il y a toujours la vision d'avoir un projecteur avec de la diffusion sur le poste d'aiguillage?
Comme celui-là, vous voyez, il y en a un qui est en haut, l'écran, l'autre était en bas. Là, fait que Oui, tout à fait. Vous avez raison, M. Pigneux. Certaines des images sont prises de notre prestation de concours, donc que vous aviez déjà vu auparavant lors des autres présentations qu'on vous a faites. Ce qui est important de regarder, c'est l'autre image d'après, effectivement, qui est celle qui sera mise en œuvre à cette étape-ci, bon, avec quelques petites nuances, mais disons, c'est beaucoup plus près là, de ce qui sera construit. Donc, vous avez vu effectivement qu'il y a un écran potentiel qui, donc, sur l'élément de poste d'aiguillage. Pour l'instant, il n'y a pas d'élément de soutien à la projection, mais ce sera éventuellement possible de faire ces ajouts-là par la suite. Donc, pour l'instant, l'élément de poste d'aiguillage va vraiment servir à faire grimper la végétation. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, je peux peut-être laisser les autres, puis je viendrai avec mes autres questions par après. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y a la main levée de M. Florent Vanier. Parfait. Alors, nous allons prendre la question de M. Vanier, puis revenir à vous par la suite. Oui, bonjour. Excusez-moi. J'avais une question à vous poser concernant l'aménagement de la rue Valois sur le côté propre à mon magasin, c'est-à-dire de l'autre côté de la place. Je vois que la coupure de la rue va s'effectuer quasiment à la limite de mon magasin, sauf que mon dock de livraison longe la zone piétonne. Et je voulais savoir, sachant que je vais rencontrer l'équipe mardi, je pense, de la semaine prochaine, si je pouvais avoir le détail de ces plans-là, parce que ça risque de me poser de gros problèmes pour l'accès à mon dock de livraison. D'accord. Alors, Monsieur Lefebvre, peut-être, vous pouvez répondre à cette question? Oui, c'est certain que les documents pourraient vous être transmis. Par contre, je serais curieux de voir exactement votre doc se trouve où par rapport au projet pour voir vraiment si on l'entrave. À mon avis, on a tout regardé pour essayer d'entraver le moins possible les endroits de livraison proches des édifices. Je pense que Fanny, tu peux le corroborer, là. C'est-à-dire que je pense que vous parlez de l'édifice métro, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, oui, M. Vanier, effectivement, là, en ce moment, vous occupez le domaine public là, avec vos livraisons. Donc, effectivement, durant les travaux, il va falloir trouver un moyen et par la suite également, il va falloir trouver un autre moyen. Donc, je pense que l'arrondissement pourra s'occuper là, de vous contacter là, pour discuter plus avant là, des mesures à prendre, effectivement, là. D'ailleurs, je vois la main de Mme Fraisse. Peut-être que vous avez un élément de réponse pour compléter. Oui, je veux juste préciser, M. Vanier, que c'est à ce propos qu'on souhaite vous rencontrer mardi et qu'on a organisé une rencontre et qu'on va pouvoir échanger à ce sujet puis trouver ensemble des solutions adaptées à votre situation. Parfait, je vous remercie. Je vais attendre Merci. cette réunion avec impatience. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ou une autre réponse, peut-être, Mme Fraisse? Il y a Dominique Charret qui a levé la main. Très bien, très bien. Donc, allez-y avec votre question. Oui. En fait, à propos du poste d'aiguillage, je n'avais pas réalisé à quel point c'était haut. Je comprends que ça va occuper là, tout le coin de la place Valois, puis ça va cacher finalement les commerces qui sont sur la place Valois. Pas du tout, non. J'ai peut-être mal vu. Oui, c'est ça. L'édifice que vous voyez là, c'est effectivement l'édifice du métro. Okay. Donc, c'est au coin sud-est de la place. Donc, ce n'est pas du tout sur la place Valois. Parfait. On fait quelques travaux sur la place Valois, mais qui sont essentiellement liés à la mise en lumière pour remplacer notamment les cubes d'onyx, donc par, disons, toute une nouvelle génération donc, qui change. Qui crée une continuité justement avec notre projet. On change aussi les éléments, les fûts d'éclairage en tant que tels, mais il n'y a pas de travaux prévus sur la place en tant que telle, à part ces travaux de mise en lumière. Donc, pour vous situer, c'est vraiment le coin sud-est. Donc, c'est une petite parcelle triangulaire qui appartient à la ville, qui fait suite là, des traces de la voie ferrée. Donc, c'est une parcelle très particulière là, tout au coin. Je comprends, c'est où. Merci.
Merci beaucoup. Donc, Madame Letard, vous avez une question? Donc, je vous invite peut-être à allumer votre micro, ouvrir votre micro. Oui. Merci. Pardon, nouvel ordinateur pas coopératif, c'est bon. J'avais des petites questions par rapport au phasage que vous avez montré tout à l'heure. Donc, on comprend bien que vous allez travailler en zone, ça fait du sens. J'ai eu une partie de ma réponse comme quoi vous alliez superposer le travail des zones. Vous allez commencer par une première zone, en cours de chemin une deuxième, etc. Donc, à un moment donné, j'imagine que toutes les zones vont être en cours en même temps. Je voulais savoir, ça va ressembler à quoi concrètement quand tout le monde va être les deux pieds dedans? À quoi on doit s'attendre en termes de circulation piétonne, accès au commerce? On a compris que les livraisons, ça se ferait comme ça pourrait se faire, mais est-ce qu'on a une petite idée un petit peu de l'esthétisme du tout? Enfin, même pas l'esthétisme au rendu là, c'est vraiment pas le plus important, mais le côté plus logistique, pratique. Donc, j'inviterai peut-être M. Lefebvre ou Mme Fournier à répondre à cette question. Oui. En fait, il y a un moment où les 6 zones vont peut-être être en travaux en même temps. Par contre, elles ne le seront vraiment pas au même niveau. La zone 1 va être dans sa finalisation, tandis que la zone 6 va commencer. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des excavations de prévues, mais les excavations vont être à des niveaux différents. Et donc, on dit que les 6 vont être en travaux, mais tout ce qui est dans la zone 1, en fait, à ce moment-là, les piétons vont pouvoir reprendre possession du trottoir de façon plus aisée. Dans la zone 2 aussi, ça va s'enligner vers ça aussi petit à petit. Donc, veut pas, il faut se dire que oui, les 6 vont être prises, mais l'accès au commerce est toujours conservé. Sauf preuve du contraire, le but, en fait, dans tous les devis, dans tous les documents de l'entrepreneur, c'est de conserver l'accès à tous les commerces en tout temps. Merci. Est-ce que Mme Fournier, vous aimeriez ajouter un petit complément d'information? Ça répond bien à la question, puis ça revient à ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'affichage est vraiment pensé pour rappeler en fait aux passants que tous les commerces demeurent accessibles. Puis je pense que les corridors piétons aussi vont être bien identifiés et vont être appelés à changer au fil de l'avancement du chantier pour que ce soit bien clair pour les piétons qui circulent. Merci beaucoup. Il y a Mme Letard qui lève la main. Ouais, juste pour finir le sujet, pour éviter de faire des retours en arrière. Visuellement parlant, pour avoir vraiment une bonne idée, est-ce qu'on peut imaginer le tout un petit peu comme la promenade sur Saint-Hubert? Dans le fond, ça va être des gros trous au milieu, des passerelles sur les côtés, des endroits qui laissent la possibilité de traverser d'un bord à l'autre. Est-ce qu'on s'enligne à peu près dans ce genre de circuit-là? Donc, quelqu'un souhaiterait, M. Lefebvre? Ben, en fait, oui, au final, c'est certain que quand les travaux vont être rendus directement en face de la porte de votre commerce, les gens ne pourront pas accéder directement via le trottoir. Donc, le trottoir va être décalé vers la rue et il va y avoir des passerelles qui vont être installées, c'est certain. Tout est fait pour garder les accès là, en tout temps. Okay. Donc, ça répond bien à votre question. Si c'est le cas, je donnerai la parole à Mme Karina Hamon qui a une question ou des questions. Je vous invite à ouvrir votre micro. Merci. Oui. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi, c'est moi que je ne me vois pas. Je pensais que... voilà. Oui, excusez-moi, je ne pensais pas que je passais tout de suite. Là, je suis en train d'écrire ma question quasiment, mais dans le fond, ma question, ce serait vraiment plus pour, je crois, Dominique Ballot, au conseil budgétaire. Dans le fond, c'était juste pour savoir, j'étais intéressée de savoir... selon son expérience, il a sûrement peut-être géré un artère commercial qui va être quand même tributaire de plusieurs travaux, tout ça avec des commerçants. Puis, j'imagine qu'il va donner les dates à notre directeur général, Jimmy, puis tout ça pour les subventions, savoir comment que ça fonctionne, puis les dates limites. Mais selon son expérience, c'est comme, est-ce qu'il
c'est sûr qu'il va avoir des défaites financières, ça c'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Mais comment arriver pour être à l'affût de ça? Est-ce que les commerçants, ils peuvent s'arranger pour avoir comme déjà un petit montant, un petit déductible, puis là, palier, puis là, OK, on monte la vague, puis là, on continue, puis, parce que évidemment, ça va être ça qui va arriver. Ça, c'est ma préoccupation, c'est financière. Là. Donc, voilà, c'est ça ma question. C'est juste ça, un petit maillage, filage qu'on pourrait savoir, puis ça pourrait nous aider. Ouais, voilà. Merci pour votre question. Monsieur Ballot, est-ce que vous avez une réponse pour Mme Hamon? Ben, c'est M. Ballot. Si c'est M. Ballot. Oui, j'ai une réponse. Le programme, il est fait en sorte que nous, malheureusement, on ne donne pas d'avance ou des montants au début. Nous, c'est toujours par rapport à la fin de l'exercice financier. Donc, d'ailleurs, il y a quelques jours, je travaillais sur le dossier, communiqué avec mon supérieur, et puis on a fait une demande pour que le comité exécutif puisse reconnaître cette zone de travaux pour émettre, comment on appelle, pour émettre un document qui fait en sorte que la zone soit reconnue comme pour la subvention. Alors, moi, je vise sérieusement le comité exécutif du 4 avril là, pour que ce soit reconnu, que l'ordonnance soit émise. Mais comme je disais, malheureusement, il n'y a pas de somme avant qu'on donne. Nous, c'est une base annuelle. Je donne un exemple. Par exemple, les travaux débutent début avril, et puis il y a quelqu'un qui, son exercice finit curieusement au 30 avril. Puis c'est quelqu'un, admettons, qui est le groupe A, c'est-à-dire il y a 2 ans avant. Lui, déjà, au 30 avril, il pourrait être admissible à une demande de subvention parce que son exercice financier, même s'il y a 1 mois, est touché par les travaux. Alors, donc, ça fait que ça fait quoi depuis 2019 que je m'occupe de ce programme. Malheureusement, la ville n'a pas eu cette option de faire des avances pour qu'on puisse soit ajuster après. Non. On fait l'exercice financier, on soumet la demande, et puis en ce moment, on analyse, et puis s'il y a une perte qui est constatée, une perte de bénéfices bruts de plus de 5%, éventuellement, il y aura un chèque qui va être émis. Sinon, dans le cas contraire, la personne, le commerce se trouve inadmissible. Oui. Merci. Si je peux me permettre, Marie-Annick, en fait, juste une précision, peut-être pour M. Ballot. En fait, n'importe quel commerçant peut faire cette demande. C'est juste qu'il faut qu'il fasse l'exercice de démonstration, mais ce qu'on comprend, c'est que c'est accessible à tous les commerçants. Tantôt, j'avais dit dans ma présentation qu'il y avait certains qui étaient exclus, comme les salons de massage, oui, les banques, les assurances, etc. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Hamon? Oui, merci. Ça l'a éclairé un peu plus, là. Tout ça, là, avec au moins des précisions, avec les dates, tout ça. Ça peut faire un exemple. C'était le fun, l'exemple concret. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais vu tout à l'heure une main levée. Je crois qu'elle s'est baissée. Il y avait M. Benjamin qui avait levé la main. Je ne sais pas si... J'avais levé la main justement pour savoir, puis monsieur a répondu à la question, savoir si tous les membres de la SDC avaient droit à la subvention ou seulement ceux qui étaient directement impactés par les travaux qui sont en avant de leur magasin. Donc, vous avez eu réponse à votre question. Exactement. Merci beaucoup. Monsieur Laflamme. Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si, bon là, on s'est entendu, je pense que 220 jours calendrier pour les travaux à partir d'avril, ça nous amenait vers novembre. S'il y a, je ne veux pas être pessimiste, mais s'il y a d'autres vagues à cette pandémie, est-ce qu'on va encore reporter les travaux ou est-ce qu'on va en profiter pour les accélérer comme moi j'aurais fait, là? Je sais pas, moi, dans mes commerces, j'ai profité de cette pandémie pour accélérer certaines choses, pour faire des travaux qu'on n'avait jamais le temps de faire. On en a fait énormément. Est-ce que s'il y a d'autres vagues, d'autres conséquences de cette pandémie, est-ce que ça se fait encore arrêter ou est-ce qu'on va plutôt profiter pour accélérer? C'est une très bonne question. J'imagine que peut-être que les risques ont été évalués. Alors, dans un premier temps, est-ce que M. Lefebvre, vous êtes en mesure de répondre, du moins en partie, à cette question? Je ne pense pas que je suis la personne qui va être le mieux placée pour y répondre. Peut-être Madame plus à la ville. Peut-être? Oui. Quelqu'un de la ville? Oui.
J'inviterais peut-être Richard Gagnon à répondre, Oui. là, si possible. Oui, bonjour. Bonjour, M. Laflamme. Par rapport à cette question-là, c'est une bonne question. Écoutez, il faut juste se rapporter dans les dernières vagues, surtout au tout début de la pandémie. Tu sais, le gouvernement avait émis là, des arrêts complets là, au niveau de la construction. Aussi, par réflexe, on a fermé nos établissements, puis on a réouvert après. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que si on est touché par ce genre d'arrêt-là, bien évidemment, nous aurons d'autres choix que de suspendre les travaux. Mais sinon, ça ne devrait pas impacter là, les travaux. Peut-être, ce sera évalué dans le travail, donc au jour le jour, s'il y a des distances à respecter entre les travailleurs, ça pourrait peut-être avoir un certain impact sur certaines opérations. Mais là, il y a beaucoup de si dans ce que je vous dis. Là. Donc, on va plutôt se souhaiter que les vagues sont derrière nous, là, du moins pour toute l'année 2022, qu'on puisse compléter ça. Donc, c'est le mieux que je peux vous donner pour l'instant, mais effectivement, vous serez les premiers informés si jamais on entre dans une autre énième vague et qu'il y a des restrictions qui viennent s'appliquer. Là. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça répondit à votre question, M. Laflamme. Oui, ça répond très bien. Je pensais, moi, à cette date-ci, dans mon calendrier, j'avais noté que les travaux étaient déjà terminés. C'est juste pour ça que c'est un petit peu... c'est vrai qu'on aurait dû en profiter pour accélérer plus tôt. Puis, ayant pignon sur rue au centre-ville aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de travaux. Donc, c'est pas tous les chantiers qui ont été arrêtés. Merci. Merci pour votre intervention. Monsieur William, est-ce que c'est une nouvelle question? Oui, en fait, justement, sur les dates des travaux, est-ce que vous avez étudié une possibilité que ça excède ces dates-là et que ça se reporte sur l'année d'après? Est-ce qu'on a des chances que ça arrive ou c'est vraiment possible? Vous êtes sûr de vos dates? Donc, je laisserai M. Lefebvre peut-être répondre à cette question. Bien, écoutez, on les a évalués, on a regardé le tout. Oui, il y a eu des simulations qui ont été faites d'un échéancier de travaux et de dates. En gros, on sait que quand tu poses, exemple, une conduite d'un aqueduc, c'est tant de mètres par jour et donc tout devrait aller rondement. À ça, on a rajouté un buffer, évidemment. Par contre, c'est certain que si ça donnerait que par le pur des hasards, puis ça, on ne peut pas être à l'abri, mais qu'il trouverait un reste archéologique en plein milieu du chantier, ça, on ne peut pas faire grand-chose, puis ça risque d'arrêter le projet ou de le ralentir beaucoup. Là. Mais ça, on ne peut pas le savoir tant que ça n'arrive pas. Mais ça, c'est des faits vraiment exceptionnels. Sinon, oui, le 250 jours est prévu en conséquence, avec le 20 jours supplémentaires en 2023 pour les plantations. Merci beaucoup pour votre réponse, M. Lefebvre. Madame Letard, vous avez une question? Oui, dans le fond, c'est à peu près la même question qu'avant. J'étais l'année dernière sur le comité de bon voisinage, justement, pas l'année dernière, en fait, il y a 2 ans, lors des travaux où on avait les travaux d'électrique qui étaient déjà en place. Juste avant que tout s'arrête, on était vraiment à une dizaine de jours à peu près, je crois, de l'annonce de la pandémie. On venait de nous annoncer que les travaux allaient être prolongés. Donc, la fin des travaux allait être retardée et qu'on s'en allait en fait sur quelque chose qui s'en allait jusqu'en 2021. Est-ce que, fort de cette expérience, vous avez pu justement bien ficeler le scénario en fait, que vous présentez avec le 255 jours et quelques? Est-ce que c'est vraiment en prenant en considération qu'on nous avait annoncé en 2020 qui a finalement été mis sur la glace jusqu'à maintenant? Merci pour votre question, M. Lefebvre. Je peux peut-être répondre. M. Gagnon. Guillaume, je ne suis pas complété. Non, vas-y, oui. L'input, là, mais tu sais, comme le dit Guillaume, ce travail-là s'est fait en équipe là, pour évaluer la durée totale des travaux, avec, oui, une certaine marge de manœuvre, mais avec la ferme intention de pouvoir réaliser les travaux en une seule et unique année. D'ailleurs, ça a fait le tour des discussions là, depuis 2019 à peu près, 2019, qu'on parle avec Jimmy et vous tous, bien, ceux qui étaient là à l'époque. Puis, à un certain moment donné, les travaux étaient sur 2 ans, toutes sortes de raisons qu'on a vraiment tenu compte de toutes vos préoccupations. On le sait que des travaux, là, pendant les travaux, c'est pas le fun. C'est pas agréable, c'est poussiéreux, c'est vraiment pas bon.
mais par après, les résultats attendus, vous savez, ce mandat-là a été initié par un concours de design, donc ça a été choisi selon la qualité du projet. Lorsqu'on aura terminé, tout le monde sera bien content. Nous, on espère vraiment, ce n'est pas juste une espérance dans le vide, on évalue qu'à 250 jours, de la façon que le projet est monté, on a très bon espoir d'être en mesure de rentrer dans ces délais-là. Évidemment, s'il y a des événements qui sont hors de notre contrôle, bien là, évidemment, vous comprendrez qu'on n'aura pas le choix, mais on ne se souhaite pas ça à personne, ni même pour vous, fermeture de commerce, rien. On ne veut plus retourner là, personne. On devrait tout réaliser d'ici fin novembre. Merci beaucoup pour votre réponse. Madame Letard, ça répond à votre question. Merci. Oui, d'accord. Vous avez une autre question? Allez-y. Non. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, il y a Jimmy qui aura une question. Très bien. Alors, prenons votre question. Oui, première question. Par rapport au comité de bon voisinage, quelle en soit sa composition? Est-ce que vous repartez avec les mêmes personnes? S'il y en a qui veulent s'ajouter, est-ce qu'ils peuvent le faire? Si oui, comment? Très bien. Donc, Madame Fournier. J'inviterais peut-être plus Sarah, en fait, Fraisse, à répondre. D'accord, merci. Oui, le comité de bon voisinage va être composé des mêmes commerçants qui ont participé au comité de bon voisinage en 2019. En fait, on a contacté les commerçants qui nous avaient fait part de leur volonté de participer à ce moment-là. Et puis, tout le monde souhaite reparticiper de nouveau cette année. Donc, on va partir avec la même composition. Et puis, il y aura aussi la présence de citoyens au comité de bon voisinage. Voilà. Merci pour votre réponse. Monsieur Vigneux, est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. J'aurais peut-être une autre question, si je peux me permettre. Dans un premier temps, je ferai un petit commentaire par rapport à ma question de tantôt. De mettre un écran de projection, s'il n'y a pas d'installation de projection prévue, je trouve qu'on échappe quelque chose. Là, fait que j'invite à ce qu'on réfléchisse à ça pour qu'on puisse l'utiliser, cet écran-là, qui va être massif, prend beaucoup de place, qui serait dommage qu'il ne soit pas utilisé. Deuxième question par rapport au concept d'éclairage. On parlait qu'il pouvait être modulé avec les événements. Je voyais sur les projections qu'il y avait même des espèces de guirlandes qui avaient été installées. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit peu plus de détails sur comment le système d'éclairage est modulable par rapport à la situation événementielle, par exemple? Donc, est-ce que nous avons quelques détails? Je dirais deux. Bon, la première chose, c'est qu'il n'y aura pas d'écran à cette étape-ci, contrairement à l'image. Il n'y aura pas d'écran en tant que tel. Il y a une structure dans laquelle la végétation va monter. Donc, il n'y aura pas l'aspect écran. Donc, ça ne sera pas installé à cette étape-ci. Donc, on retient votre commentaire. L'arrondissement l'a également entendu. En ce qui concerne le système d'éclairage, c'est sûr que vous ne vous adressez pas à une spécialiste, vous l'êtes plus que moi. Donc, je vais très mal représenter Udo Design ici, mais tout pour dire qu'on a à la fois un système qui fonctionne de manière modulaire au journalier. Donc, il y aura un automate, au fond, qui va faire fonctionner la modulation de lumière sur la place de façon journalière. Ça va être très subtil de manière à créer des différences d'ambiance et il pourra y avoir donc un override de ce système-là là, pour utiliser des mots qui me viennent en tête. Désolée, ce n'est pas mon vocabulaire complet. Donc, qui pourra permettre lors des événements de moduler. Sinon, en ce qui concerne les accrochages comme tels, on n'a pas été très loin dans cette possibilité-là. Donc, on pourra en rediscuter là, avec vous là, pour la suite. À bonne et due forme, donc avec les bonnes personnes. Donc, vous savez, Udo Design a présenté avec nous au concours. Donc, voilà, il pourra tout à fait répondre plus à fond à votre question. Merci. Merci beaucoup.
Alors, il est 19h15 et nous allons mettre fin pour ce soir à la période de questions. Bien sûr, nous vous remercions pour vos questions et vos réponses et nous vous invitons à poser vos questions éventuellement dans la foire aux questions, si vous en avez d'autres. Et pour le mot de la fin, j'inviterai maintenant Mme Sarah Fraisse à prendre la parole. Oui, bah écoutez, pour le mot de la fin, je veux encore vous remercier d'avoir été présent ce soir. On a pris en bonne note vos questions et vos préoccupations. On sera présent tout au long du projet pour continuer à vous accompagner et à diminuer le plus possible les impacts que pourrait avoir ce projet sur vos activités commerciales. Je vous invite à nous faire part de vos commentaires tout au long du projet, notamment via Simon Gaudin qui sera disponible pour vous. Moi, je suis également disponible, donc n'hésitez pas à me contacter à l'arrondissement. Et puis, voilà, écoutez, pour ce qui est de la piétonisation, très rapidement, je veux vous dire que les prochaines étapes seront de mettre en place un projet collectif, comme je vous le disais lors de mon mot d'introduction, qui fera du sens pour tous. Et puis, on vous transmettra à ce moment-là les différentes informations par rapport à ce projet. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis au plaisir d'échanger avec vous de nouveau bientôt. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup et portez-vous bien.